Pour les démocrates qui ne cachent pas leur colère, la résolution était sur le point d'être adoptée. Ce jeudi aurait dû se tenir un vote crucial qui leur aurait permis d'empêcher Donald Trump de poursuivre la guerre en Iran. Mais faute de voix nécessaires pour faire échouer le texte, les élus républicains de la Chambre des représentants l'ont brusquement repoussé. Le vote devrait désormais se tenir au mois de juin, mais aucune date n'a encore été fixée. Ce report devrait permettre aux républicains favorables à la poursuite du conflit de mener une intense campagne de persuasion pour allier le maximum d'élus, ce qui ne sera pas chose facile tant cette guerre est impopulaire auprès des Américains et la frustration est également palpable au Sénat qui, il y a quelques jours, a voté en faveur d'une résolution similaire. Cette guerre déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël aurait dû recevoir l'aval du Congrès dans un délai de 60 jours. Sans cela, selon la loi qui date de 1973, le président doit mettre un terme à ce conflit. Donald Trump estime, lui, que cette autorisation n'est pas nécessaire car un cessez-le-feu est entré en vigueur le 7 avril. En attendant, la tension reste présente au Moyen-Orient. L'Iran a annoncé la mise en place d'un système de péage dans le détroit d'Ormuz, ce qu'a vivement critiqué Washington. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a cependant affirmé ce vendredi qu'il y avait une légère avancée dans les négociations avec Téhéran. Une semaine après l'annulation par le Pentagone d'un déploiement de 4000 soldats en Pologne, Donald Trump a annoncé que les États-Unis enverraient 5000 militaires supplémentaires dans le pays. Le président américain a fait cette annonce sur son réseau social Truth Social, précisant que cette décision avait été motivée par ses relations avec Karol Nawrocki, le président polonais conservateur et nationaliste, à qui il avait apporté son soutien lors de sa campagne électorale. Donald Trump n'a pas précisé si ces troupes supplémentaires relèveront du déploiement initialement prévu ou d'un contingent distinct. Cette annonce va à l'encontre de celle faite ces dernières semaines par la Maison-Blanche, qui avait dit envisager réduire ses effectifs en Europe. Depuis Helsingborg, en Suède, où se tient un sommet entre les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, le chef de l'Alliance, Mark Rutte, a salué le renfort américain en Pologne. En début de semaine, la Russie a annoncé avoir transféré des munitions nucléaires dans des dépôts au Bélarus, une livraison destinée à soutenir de vastes exercices nucléaires qui se sont déroulés sur les territoires russes et bélarusses durant 3 jours entre mardi et jeudi. Les autorités des deux pays ont diffusé ce qu'elles présentent comme des preuves vidéo de ces manœuvres. Des images de véhicules militaires entrant dans une zone boisée dont la localisation n'a pas été divulguée, ainsi que des missiles chargés sur des lanceurs. Selon le ministère russe de la Défense, 64 000 soldats et 7 800 équipements militaires ont été mobilisés pour ces exercices. En réponse, l'Ukraine a annoncé un renforcement de la sécurité dans le nord de son territoire et a précisé se préparer à toute tentative d'infiltration ou acte de sabotage des forces russes et bélarusses. L'Ukraine pourra-t-elle rejoindre l'Union européenne plus rapidement grâce à un statut de membre associé? C'est l'idée suggérée par le chancelier allemand. Dans une lettre adressée à Bruxelles, Friedrich Merz détaille son plan pour permettre à Kiev de rejoindre les 27 grâce à un compromis. Concrètement, avec ce statut particulier, le pays aurait la possibilité de participer aux différents sommets de l'UE, ainsi qu'au Conseil des ministres des 27, et d'avoir un commissaire européen mais sans portefeuille, tout cela sans avoir de droit de vote officiel. Le but serait de permettre à l'Ukraine de s'intégrer à l'UE tout en poursuivant les réformes nécessaires pour rejoindre le bloc, car le parcours est long et la procédure prend souvent plusieurs années. Avant qu'un pays puisse rejoindre les 27, de nombreuses réformes sont nécessaires, notamment en matière de corruption et de stabilité des institutions, mais avec une guerre en cours, la candidature de l'Ukraine semble compliquée. La Hongrie et la Pologne, par exemple, ont attendu 10 ans avant d'intégrer l'Union en 2004. Actuellement, 9 pays au total sont candidats officiels, dont la Turquie, qui attend depuis 1999, et la Serbie depuis 2012. Ces nations pourraient voir d'un mauvais œil le fait d'accorder un statut spécifique à l'Ukraine ou d'accélérer sa candidature déposée seulement en 2022. Reste aussi à savoir si Volodymyr Zelensky sera favorable à une proposition du chancelier allemand. Le mois dernier, le président ukrainien avait déclaré que son pays n'avait pas besoin d'une adhésion symbolique à l'UE, mais que l'Ukraine méritait une pleine adhésion au bloc, si possible, dès 2027.
Le commissaire européen à l'économie Valdis Dombrovskis a affirmé sur notre émission matinale Europe Today que l'Union européenne ne reviendra pas sur sa décision de réduire sa dépendance au pétrole et au gaz russe. Une position qui contraste avec celle du Royaume-Uni qui a récemment assoupli certaines sanctions sur les importations de carburant russe raffiné dans des pays tiers. Bruxelles, elle, assure vouloir maintenir sa ligne stratégique. We already saw back in 2022 that Russia tried to use its fossil fuel supplies as a tool for blackmail and manipulation, and we paid a quite dear economic price for having this dependency from Russia, so therefore there's no point of going back to this. Les législateurs européens ont fait pression pour interdire formellement tous les flux de gaz russe restants d'ici 2027 et mettre fin définitivement aux importations de pétrole plus tôt que prévu. Le commissaire Dombrovskis affirme que l'UE doit continuer à renforcer ses sanctions contre la Russie. Well, if anything, we need to strengthen sanctions against Russia, not ease, because actually Russia is a country benefiting from this conflict in the Middle East and those higher energy prices, getting substantial windfall profits. So we should not facilitate it further. Alors que l'Europe est plongée dans sa deuxième plus grave crise énergétique de ces 5 dernières années, Valdis Dombrovskis affirme qu'il ne s'attend pas à ce que l'approvisionnement énergétique de l'Europe soit interrompu. La Commission européenne a revu à la baisse ce jeudi sa prévision de croissance pour 2026. L'économie de l'UE ne devrait plus progresser que de 1,1% contre 1,4% dans les prévisions d'automne. Dans son rapport, la Commission indique que l'économie de l'Union a été affectée par le conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a résulté. Par ailleurs, l'inflation dans l'UE devrait atteindre 3,1% cette année en raison des perturbations autour du détroit d'Ormuz, l'une des principales voies de transport de pétrole et de gaz au monde. Le rapport indique également que jusqu'à la fin du mois de février, l'économie du bloc devait continuer à croître modérément tandis que l'inflation continuerait de baisser. Cependant, l'inflation devrait elle aussi repartir nettement à la hausse en raison des perturbations autour d'Ormuz. Les responsables de l'UE affirment que ce choc rappelle l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Ils ont averti que la dépendance de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles importés la rendait très vulnérable, mais que grâce à des années d'investissement dans les énergies renouvelables, le bloc est désormais mieux préparé à faire face à la crise. Enfin, la Commission a averti que les pénuries de produits pétroliers raffinés, d'engrais et d'autres intrants industriels pourraient entraîner une augmentation des coûts alimentaires et de production dans toute l'Europe. Une foule en colère a incendié une partie d'un centre de traitement d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, après que la famille et les amis d'un jeune homme qui serait décédé du virus se sont vus refuser l'autorisation d'emporter son corps pour l'enterrer. Des coups de feu ont été entendus à proximité et des habitants ont été vus en train de chasser et de frapper un véhicule 4x4 blanc, souvent utilisé par les ONG dans la région. Un membre du personnel soignant a été blessé par des manifestants qui jetaient des pierres avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Le centre de traitement a été mis en place mardi, mais n'était pas encore opérationnel. Les équipes médicales entreposaient les corps dans le centre afin de les préparer pour une inhumation selon les règles sanitaires, une étape importante pour contenir les épidémies d'Ebola. Le corps d'une victime du virus est hautement contagieux et les autorités doivent garantir un enterrement en toute sécurité pour enrayer la propagation du virus. Cette zone aride, pratiquement dépourvue de présence humaine, ne laissait en rien présager la présence de 2 enfants abandonnés. Les 2 frères et sœurs, âgés de 4 et 5 ans, ont été retrouvés au bord de cette route à Alcacer do Sal, dans le quartier de Setúbal, par un passant. Meu filho é que os encontrou lá à estrada. Estavam sentados e quando viram o carro, que até é este, por acaso até está hoje na quis trabalhar, os miúdos viram o carro e dirigiram-se ao carro, a chorarem. Cette famille a recueilli les enfants, leur offrant un abri, de la nourriture et même des moments de jeu. Les enfants auraient expliqué que leur propre mère les avait laissés dans une zone boisée, comme une sorte de jeu. Eram na floresta, taparam os olhos e mandaram-me ir à procura de brinquedo. Quando eu vi, já não estava o carro da mamã, já tinha abalado. La garde nationale portugaise a pris en charge l'affaire et a amené les enfants à l'hôpital de Setúbal. Ils sont actuellement placés dans une famille d'accueil et sont en bonne santé.
La mère, une citoyenne française de 41 ans, a été retrouvée et arrêtée à Fatima, à environ 170 km de l'endroit où les enfants avaient été abandonnés. Le beau-père, connu des autorités françaises et ayant déjà été condamné pour violences domestiques, a également été arrêté. Le couple est soupçonné d'avoir commis des faits de violences domestiques et de mise en danger d'enfants. Une enquête a également été ouverte en France où la disparition de la mère faisait déjà l'objet d'une enquête. Des générations de détectives en herbe dans les pas du plus célèbre d'entre tous, Sherlock Holmes. C'est ici, aux chutes de Reichenbach, en Suisse, que l'écrivain Arthur Conan Doyle a fait mourir son héros lors d'une confrontation devenue mythique avec son ennemi juré, le professeur James Moriarty, entraînant leur chute. Au début du mois, des passionnés ont redonné vie à cette scène culte, célébrant un peu en avance la journée internationale de Sherlock Holmes, fêtée chaque 22 mai. So full of atmosphere, and it's a pilgrimage. It's a very dramatic setting. The sound, the backdrop, the music behind us of the cascading water is just wonderful. En 1893, la mort de Sherlock Holmes provoque un véritable choc pour les lecteurs. Beaucoup protestent contre l'issue tragique réservée à leur héros, poussant Arthur Conan Doyle à ressusciter son personnage, en révélant que le détective avait mis en scène sa mort et survécu à sa chute. Entre 1887 et 1927, Arthur Conan Doyle a consacré 4 romans et 56 nouvelles à Sherlock Holmes. La journée dédiée au célèbre détective marque aussi l'anniversaire de son créateur.